Cahuzac. Cahuzac, moi ça me dégoûtait un mec qui est ministre pour lutter contre la fraude fiscale et qui fraude lui-même. Enfin. Mais la fraude fiscale, c'était 80, maintenant c'est 100 milliards. Je vous donne le chiffre du syndicat national unifié des impôts, qui sont les gens les plus sérieux, croyez-moi, qui travaillent là-dessus depuis des décennies, et les chiffres, ils les tiennent à jour. La deuxième chose, c'est l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est le LuxLeaks, le scandale de Luxembourg. C'est un gars qui s'appelle Antoine Deltour. Il a été condamné, puis il a gagné comme ça son procès après. Après un autre qui s'appelait Denis Robert, qui avait dit qu'il y avait des trous noirs au Luxembourg. Et Antoine Deltour, il a quand même prouvé en 30 ans, sous Juncker, qui était ministre de l'économie, puis devenu Premier ministre, qui maintenant dirige l'Europe, le Luxembourg avait blanchi chaque année pour 58 multinationales françaises. Il y a 757 groupes qui dirigent le monde. Il y a 58 multinationales françaises. Et les 58 multinationales françaises blanchissent 100 milliards. 100 milliards de fraude, 100 milliards de blanchiment. D'accord ? Et après, 600 milliards d'avoirs français, la concentration, vous avez des dividendes légaux. Et les dividendes légaux, je vous ai expliqué qu'ils n'en revenaient jamais, ça n'en ruisselait pas, parce que ça rapportait plus de les mettre à l'étranger que d'embaucher. Donc c'est pour ça que je dis que la France est la plus riche, et à un moment donné, quand même, le haut du salariat ne peut qu'être concerné par la bataille qui est en cours, parce que ces salaires se compactent. C'est moins sensible, et on ne vit pas de la même façon quand on est à 3 000 € que quand on est à 1 000, évidemment. Voilà, bon. Moi, je touche, j'ai fait 41 années d'annuité. Moi, je suis un fils d'ouvrier, j'ai fait 14 métiers, j'ai été ouvrier pendant des années, j'ai fait manutentionnaire, chauffeur, livreur, facteur, peintre, pion, imprimeur, pendant 14 ans pour gagner ma vie en faisant mes études, puis ensuite j'étais inspecteur du travail pendant 30 ans, et j'ai visité 9 à 10 000 entreprises. Je dis ça pour, je ne me suis pas présenté, mais mon domaine de compétence vient un petit peu de là. Mais quand j'étais... J'ai perdu le fil de ma pensée. J'étais en train de vous développer quelque chose. La fraude. Eh bien, la fraude fiscale, c'est rattrapable avec du contrôle. J'en reviendrai. C'est rattrapable avec du contrôle du fisc. Mais ils ont diminué. Alors, le chiffre que j'ai mis dans mon article de jour, c'était effectivement de 12% les effectifs des agents des impôts. Diminués. Vous avez une fraude fiscale, vous avez 12% de moins pour la contrôler. Donc, déjà qu'ils n'étaient pas nombreux. Ouais. Ensuite, moi j'ai dit, si vous mettez au budget, j'embauche 2000 inspecteurs rien que pour la fraude fiscale et 100 hackers comme dans les films, parce que les arguments c'est ils disent, si vous les taxez, ils vont s'en aller, mais ils sont déjà partis. La deuxième chose c'est, s'ils sont partis, on ne peut pas les avoir, mais bien sûr qu'on peut les avoir. Les Américains savent faire ça bien avant nous. Tout citoyen américain est responsable devant le fisc américain, même s'il est à Hong Kong. Nous, c'est pareil, il suffit de le décréter. C'est la loi, mais ce n'est pas le cas en France. Donc, tout citoyen, même exilé, entre guillemets, doit rendre des comptes au fisc français dès lors qu'il a la nationalité française. Et ensuite, après, Cahuzac, on avait retrouvé, ça, je fais mon lien, ça me revient, on avait retrouvé chaque centime qui était caché à Jersey ou à Hong Kong, justement. Donc on peut retrouver chaque centime maintenant, de chaque riche. Ils le font bien pour le chômeur qui a perçu une indemnité de trop. Bon. Là, ils ont embauché. Là, ils ont embauché. Mais donc, voilà, mais l'idée est bonne pour l'idée est bonne, vous voyez, pour dire. Voilà. Il y a du boulot. Voilà. Et donc, le haut du salariat, il peut être motivé par cette situation. C'est-à-dire, vous ne progressez plus comme avant. Il n'y a pas de progression de salaire, vous n'avez pas de redistribution des richesses, les richesses sont accumulées, il y a une fraude antidémocratique, une fraude permanente, volontaire, brutale, et parlons pas de toutes les fraudes, parce que les fraudes que vous ne voyez pas, moi quand j'étais dans des chantiers, j'ai visité des chantiers dans ma vie, et un jour je suis tombé sur une entreprise générale d'électricité, il avait 2 compagnons, je lui dis, il n'y a pas de chaussures de sécurité, je l'engueule, je le menace de le verbaliser, le gars me dit, non, faites pas ça, monsieur l'inspecteur, faites pas ça, monsieur l'inspecteur.
J'ai donné 3 000 € pour avoir le marché. Ah oui. Comment vous croyez que Bouygues, Vinci, Eiffage, ils sont riches? Le gars, il donnait 3 000 € pour avoir le marché. C'est comme le gars d'Uber, c'était de la fraude, mais il fallait d'abord qu'il se rembourse des 3 000 € avant de payer ses compagnons et d'acheter des chaussures de sécurité. Mais ça ne changera jamais, c'est ça. Alors, ne changera jamais? Si. Voilà, j'ai 74 ans, ça changera demain. Bravo. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais le projet de société, c'est pour dans 500 ans. J'ai dit, non, c'est maintenant, j'ai plus de temps. RSE. On va en Bercy. Voilà. Et donc, ça peut changer d'une part, et le salariat peut bouger. Alors, comment il bouge, le salariat? Moi, mon seul exemple que j'ai, c'est 68. Alors, je ne vais pas vous raconter des histoires de grand-père, mais quand j'avais 20 ans, en 66-67, on me disait que le salariat ne bougerait plus jamais. On me disait qu'il n'y aura plus jamais de juin 36. C'est fini. C'était le temps des mines, des corons. Mais maintenant, c'est fini. 45, c'est fini. Maintenant, j'entendais les mots, j'avais 20 berges. La classe ouvrière est embourgeoisée. Il y a le PMU, le tiercé, la bagnole. Ils ne se battront plus. Et la France s'ennuie. Mais c'était pas vrai. Cette phrase-là, oui, je sais bien la phrase de Bianchon-Comté, mais c'est parce que Bianchon-Comté ne voyait pas ce qu'il y avait sous ses yeux. Oui. La révolution était déjà en marche. Quand il écrit ça, il y avait déjà 8 jours de lutte avec des barricades à Caen, à la Savienne. Il y avait déjà Redon, Rodier-Seta, les grèves de 66, de 67, la grève des mineurs. En fait, la France était en train d'exploser. Mais c'est lui, Bianchon-Comté, qui s'ennuyait et qui ne voyait pas ce qui se passait. C'était en train d'exploser sur des questions salariales. Et moi, avec mes 20 ans, peut-être des lectures théoriques, politiques, marxistes, je lisais, je regardais les choses, et je me disais, si, ça va exploser. Mais je n'étais pas sûr non plus, où vous voulez que je sois. Et quand mai 68 est arrivé, j'ai été comme baigné. C'était à la fois mon envie, mon désir, mon action, et j'étais acteur de ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça a démarré. Parce que parfois, je me suis fait engueuler sur d'autres ronds-points, excusez-moi, je discute un peu partout et tout le monde ne réagit pas toujours de la même façon, mais j'ai dit que les Gilets jaunes n'étaient pas aussi en même temps. C'était le bas du salariat, mais ils étaient un peu comme les étudiants à l'égard du reste du salariat. On m'a engueulé, on ne peut pas être comme les étudiants de 68. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'en mai 68, on a souvent retenu que c'était un mouvement étudiant. C'est faux. Totalement faux. De toute façon, il y a deux mai 68. Hein. Il y a le mai 68 social et le mai 68 mondain. Les mondains, c'est Romain Goupil à la télé, vous n'avez qu'à voir ce que ça donne. Et le social, c'est des gens comme nous. Et pourquoi il y a eu des étudiants puis le social? En vérité, mai 68, c'est une montée sociale qui commence avec la grève des mineurs, qui dure pendant 4 ans, avec les soubresauts, tout ça. Il y a eu ce politique, et les étudiants là-dedans explosent. Et c'est l'explosion étudiante qui fait le détonateur du mouvement social. Mais on aurait oublié les étudiants. Les étudiants étaient plus forts en Allemagne dans la rue que les Français. Mais on aurait oublié les étudiants français, comme on a oublié les étudiants allemands, s'il n'y avait pas eu la grève générale. Et c'est là que je dois arriver, la grève générale est démarrée spontanément. Spontanément. Alors spontanément ne veut pas dire pas d'organisation. Et ça veut dire sans mot d'ordre, à un moment donné où tous les gens se sont dit, bon, faut y aller. Et il faudra arriver à cette alchimie-là à partir du mouvement qui est le vôtre. Moi, j'ai fait une étude, c'est ça mon bouquin sur mai 68, parce qu'il se passe à Rouen, c'était mon expérience. Mais j'ai fait une étude à partir du dirigeant syndical de la CGT de Rouen en 68. La CGT était le principal syndicat en Seine-Maritime. 90% des syndiqués. La CGT était toute petite, FO était tout petit, et les villes du Havre, de Dieppe ou de tout l'entournement de Rouen étaient très à gauche. Et le gars, il n'y a pas de portable. La grève s'étend sur toute la vallée de la Basse-Seine sans qu'il bouge de son bureau. Mais il tient un carnet de bord. Et dans le carnet de bord, il dit « Ah là, cette entreprise, on vient de m'appeler, ils l'ont occupée, on n'avait pas de syndiqués. Ah là, cette entreprise, on avait 2 syndiqués, je les ai vus hier, ils m'ont dit que ça ne bougerait jamais dans leur boîte, les gens ne voulaient rien savoir. Ah ils bougent eux aussi. Ah mais là, on avait un fort truc de syndicat, tiens, ils n'ont pas encore démarré. Ah si, ils démarrent. » Et en vérité, dans ces moments-là, les gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, au sens syndical ou politique du terme, ils apprennent plus en quelques heures qu'en 30 ans de leur vie. Et ils se lancent dans la bataille
Ça fait comme une traînée de poudre. Et ils sont contents de le faire parce qu'ils apprennent leur force en même temps qu'ils se mettent en mouvement. Et donc, moi, je vous le dis, moi, j'ai dit le 17 novembre dernier, vous avez commencé, j'ai dit, c'est la situation révolutionnaire, nous devons marcher vers un mai 68. Et ma façon à moi, c'est de dire, c'est qu'il faut que les entreprises soient occupées et qu'il y ait une grève générale. Et je vais vous dire aussi une raison de plus, c'est que quand vous bloquez les ronds-points, les raffineries, pas une série de secteurs, c'est la distribution qui est bloquée. Mais la force, c'est quand c'est la production qui est bloquée. Parce que là, les flics, ils n'y peuvent plus rien. On ne peut pas aller déloger dans les 1000 entreprises les salariés s'ils l'occupent. C'est impossible. Il y a trop de casse, il y a trop de besoins, la production. Et là, les patrons, ils négocient tout de suite. Là, eux qui ne négocient plus depuis, là, ils sont qu'est-ce que vous voulez? Et c'est comme ça qu'en mai 68, ils ont lâché l'augmentation du SMIG. C'était pas le SMIC, hein, SMIG. Et le SMAG pour l'agriculture. Ils ont lâché pour le SMIG 33%. Et pour le SMAG, 55% pour qu'il rattrape le SMIG. Et c'est énorme. Alors ils disent, oui, mais ça va faire fermer les entreprises. Mais justement, non, en mai 68, les entreprises se sont mieux portées quand les salaires ont augmenté. C'est le contraire de toute leur théorie. Mais c'est la vérité, on l'a expérimenté. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je dis à mon éditeur. Il me dit, mais moi, j'ai 11 salariés. Gérard, si je les augmente, je ne peux plus éditer tes livres. Je dis, tu déconnes, parce que tu vendras plus de livres. Il y aura plus de gens pour te les acheter. Mais 68, on n'était pas dans l'euro, on pouvait dévaluer notre monnaie. Donc, il y avait moins de problèmes. Mais là, on ne peut pas dévaluer notre monnaie. Mais c'est le contraire. Il ne faut pas dévaluer la monnaie, l'euro nous protège. Parce que si mais bien sûr, parce que si tu as eu des concurrences comme en 81-82, où la lire nous a vendu des chaussures moins chères, c'est parce qu'il n'y avait pas l'euro. Quand tu as l'euro, tu coinces Merkel. Parce que c'est la façon dont on peut faire. Moi, si tu me poses une question là-dessus, je te dirais de façon très simple. Puis j'arrive au pouvoir, je fais le SMIC à 1800 € le lendemain que j'arrive au pouvoir. On ne peut pas. Puisque mais personne ne nous en empêche. Le traité de Maastricht a ouvert notre économie en direct. Mais le traité de Maastricht a été violé sans arrêt depuis Maastricht. Oui, mais il est violé. Aujourd'hui, personne, aucun État ne respecte le traité de Maastricht. La loi El Khomri et tout ça, c'est des donc je suis en train. Mais je suis en train. Ça s'appelle les dévaluations internes. Mais je suis en train de te dire que tu feras ce que nous voudrons en France quand nous serons au pouvoir. Et que si on décide de passer le SMIC à 1800, si on décide de revenir à la retraite à 60, parce que moi, mon programme il est très simple 1800, 60, 32, 20 et 5. 1800, 60, 32, 20 et 5. Oui, non, mais on a vu que c'est pas comment il a fait, il s'est couché, puisque c'est des directives européennes. Mais il s'est couché. Parce qu'il a voulu se coucher. Non. Mais si. Non. Mais bien sûr que si. Non, parce qu'on a des amendes comme pour les OGM. Mais il n'y a jamais eu d'amende. Il n'y a jamais eu d'amende. La France? Oui. Bah, bien sûr que si. Jamais on a payé. Jamais il y en a eu. Mais c'est marqué sur le mais c'est pas parce que c'est marqué que ça existe. Les traités, c'est du papier. Mais les traités, c'est du papier, ça se défonce comme on veut. Oui. Il y a pas, et de même que la règle de l'unanimité, c'est pas mal des chiffres qui vont nous empêcher, nous, de mettre le SMIC à 1800 €. Ben non. Ben non. Et nous sommes 25% du produit intérieur. Alors la Grèce c'était 2%. La France c'est pas la Grèce. Et regarde le Portugal, qui l'a fait, ils n'ont rien eu. Ah non, ils ont perdu 25% de leur PIB. Mais pas du tout. Mais le Portugal se porte très bien. C'est le seul pays en Europe. C'est faux, le SMIC était à 600 €, donc ils ont le droit de les augmenter dans les autres pays. Le Portugal, parce qu'il n'applique pas les traités, s'en porte mieux. C'est faux. Ils appliquent les traités, ils appliquent les Mais non, ils n'appliquent pas les traités. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils ont augmenté les salaires parce qu'ils étaient à 500 ou 600 €, donc ils pouvaient les augmenter. Ils avaient l'autorisation comme l'Espagne. Pas du tout. Nous, on peut revenir sur le Portugal. Le Portugal avait appliqué la règle d'or pendant 40 ans sous Salazar et sous Caetano. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun déficit et aucune dette. En faisant ça, il est devenu le pays le plus pauvre d'Europe. Ensuite, il y a eu une bataille parce qu'il y a eu la révolution des œillets. La question de l'euro ne s'opposait pas encore sous la forme actuelle. Quand le Portugal, après la révolution des œillets, il y a eu des alternances, s'est retrouvé avec une droite qui a appliqué la politique austéritaire de l'Europe. Il y a eu un vote contre. Et c'est le dernier vote, c'est 14, je ne me trompe pas, 2014.
Et il y avait une division de la gauche. Et il y avait le PS, il y avait le PC, et il y avait le bloc de gauche. Et ils avaient le choix. Ils avaient 20 sièges de plus, et ils avaient, je ne sais plus combien, 10% de voix supplémentaires à eux par rapport à la droite. Soit ils se mettaient d'accord, soit ils ne gouvernaient pas, alors qu'ils étaient majoritaires. En 72 heures, alors que le PS et le PC portugais se haïssaient depuis 40 ans, et que le bloc de gauche disait rien à faire avec eux, en 72 heures, les trois se sont mis d'accord. Ils ont signé un programme. Et le programme visait à aller contre toutes les mesures européennes. Sur les salaires, sur les retraites, sur la durée du travail, sur les services publics. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc les services publics se sont réaméliorés, les salaires ont augmenté, ils sont revenus en arrière sur ce qui avait été fait par la droite sur la question des retraites, et ils ont appliqué une réduction du temps de travail là-bas. Depuis qu'ils ont fait ça, le résultat, c'est que ça a été comme après le mai 68 français, ça a été de mettre de l'argent dans l'achat, la distribution, la consommation, et ça a relancé l'économie portugaise. C'est pas vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Portugal... Ils sont à 50% et leur PIB a chuté de 25%. Écoute, Qu'est-ce voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais je te donne tout à l'heure on se voit, je te donne l'article des Échos avec mes chiffres, qui date de la semaine dernière, Oui, non, mais, qui explique le progrès économique au Portugal contre l'Europe, et l'Union européenne n'a rien pu faire contre. Ils ont hésité à faire comme la Grèce, c'est-à-dire essayer de les étrangler en disant vous ne respectez pas les critères, mais je vais même aller plus loin. Sur tous les pays européens, il n'y en a pas un seul qui respecte le critère qu'ils disent pourtant être le plus essentiel, c'est celui de 60% de dette. La France, c'est pratiquement 100%. Elle n'a jamais eu de sanction. Chirac et Schröder, ils s'étaient téléphonés sur la question du déficit en disant bon, on s'arrange, hein, 5, 6, 7, 8. Ils s'arrangeaient, Maastricht, ils n'en avaient rien à faire. Un seul coup de téléphone entre Schröder et Chirac réglait le problème. Et sur la question de l'inflation, ils n'ont pas eu trop à faire parce qu'ils avaient tellement serré les vis du point de vue bancaire que l'inflation était restée à 1,5. Elle redémarre. Elle vient de dépasser 1,5 puisque les trois chiffres de Maastricht, c'est 1,5, c'est 60 et c'est 100. Hein, c'est-à-dire que tu ne peux pas, sur le point de vue de la dette, écoute, le déficit, tout ça, rien n'est appliqué. Mais ils s'en foutent de ça. Mais moi, je suis toujours étonné du fait qu'on nous oppose l'Europe, qu'on me fasse peur avec l'Europe, alors que je veux faire peur à l'Europe. Je veux pas que mon pays cède. Mais le pays va disparaître. Mais Macron c'est... En plus, Macron, c'est particulier, parce que souvent on dit ils vont prendre leurs ordres à Bruxelles. Mais c'est Macron qui donne les ordres. Le poison, il est chez nous. Oui, mais Sarkozy, il est à l'Élysée. Hollande était bien de gauche. Et maintenant, il y a Macron. Mais Hollande, il a trahi la gauche. Et Chirac aussi. Et le PS aussi, d'ailleurs. Oui, mais Hollande, il a trahi la gauche. Mais oui, tout le monde trahit. Mais pas moi. Il n'est pas question d'avoir un accès au pouvoir et de ne pas tenir ce que nous ferons. Et c'est pour ça que je donne mon chiffre 1860, 32, 25. Et après, la vraie discussion arrive sur la démocratie, le rapport de force sociale et la révolution. Parce que quelle est la garantie de ne pas avoir un nouveau Hollande traître? Mais on aura un autre. Mais non. Je suis en train d'expliquer comment une révolution peut garantir ses propres succès. Oui, si on a une révolution. Mais on est dans un régime des partis. Vous avez vu le PS qui a donné la majorité à Sarkozy pour ratifier la Constitution européenne. Je peux pas faire tout ça. Évidemment, les 2 tiers du PS ont approuvé le traité de Lisbonne après le vote contre le TCE. Mais après, 42% du PS, et en vérité les 50% ont été obtenus avec les voix de gauche du PS. Moi j'étais à l'époque au PS, j'ai fait 80 meetings contre le TCE, devant à peu près, je sais plus, 40 000 personnes dans 20 régions en 2 mois. Pourquoi on a gagné à 55%? Parce qu'une partie des voix du PS et de la gauche du PS étaient contre le TCE. Évidemment, ça a traversé le PS. Oui, mais ils ont donné la majorité à Sarkozy. Oui, après, bien sûr, une partie du PS... C'est antidémocratique.